Ça y est, on arrive enfin à la Casa da Musica. Maintenant, on va essayer de voir pour visiter l'intérieur. A priori, il y a des visites guidées qui ont lieu à 9 h ou à 18 h en août. On va se renseigner sur le prix et savoir combien de temps ça prend. C'est bon, on vient de prendre nos billets pour la visite guidée de la Casa da Musica. La visite dure 1 heure et ça coûte 7,50 € par personne. Avec le même ticket, vous avez 50% pour visiter la Torre dos Clérigos, donc pour aller tout en haut de la tour. On va en profiter. Salut! Ça résonne ici. Donc j'ai préféré retourner à l'appartement pour vous expliquer en détail le projet. C'est parti pour les explications de la Casa da Musica. Premièrement, un peu de contexte. Pour commencer, en 1998 ont été élues les villes de Rotterdam et Porto comme capitale européenne de la culture. Parmi les initiatives ont été proposées la conception et la réalisation d'un bâtiment emblématique. La ville de Porto a été retenue pour être capitale de la culture européenne pour 2001 et en 1999 ils ont eu l'idée de créer la Casa da Musica. Casa da Musica qui veut dire maison de la musique, donc c'est un programme qui annonce clairement le fait que ce soit à la fois culturel et à la fois événementiel. Donc il y a eu un concours assez restreint, on va dire, pour créer cette Casa da Musica. Mais avant, il fallait démolir un bâtiment qui était sur place, qui était un terminal de tramway. C'était un bâtiment qui appartenait à la SCTP, je crois. Ça a fait une petite polémique pendant un moment parce qu'il fallait raser entièrement le bâtiment pour pouvoir faire la Casa da Musica. Donc pour ce programme assez important pour la ville de Porto, une invitation a été envoyée à tous les plus grands noms de l'architecture du monde, dont Zaha Hadid, Norman Foster, Peter Zumthor, Rem Koolhaas, Herzog et de Meuron, Dominique Perrault, et j'en passe et des meilleurs. Au total, il y a eu 26 candidatures, dont 12 étrangères, et ont été retenus en première phase les projets de Dominique Perrault, Norman Foster, Peter Zumthor, Raphaël Moneo, Raphaël Vignoli, Rem Koolhaas et Toyo Ito. À la fin, il ne restait plus que 3 projets en lice, dont le projet de Dominique Perrault, architecte français, Raphaël Vignoli et Rem Koolhaas. Le projet de Rem Koolhaas a été retenu enfin parce qu'il répondait au mieux aux nécessités et aux exigences de la ville de Porto et aux Portugais, à savoir un espace qui ne se voulait pas une salle de concert classique réservée à une élite, mais plus un espace culturellement ouvert à tous. C'est sur cette ouverture, sur cette transparence que Rem Koolhaas a pu être lauréat du concours. Ça va être marin. Donc le projet devait être terminé en 2001, mais l'étude de Rem Koolhaas a demandé plus de temps pour essayer de comprendre un peu comment était construit le tissu urbain. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait simplement un bâtiment qu'il a posé paf là sur le terrain. Il a essayé de comprendre comment avait évolué historiquement la ville de Porto pour pouvoir s'inscrire dans cette logique de bâtiments phares, de symboles, d'icônes urbaines.
Donc les éléments clés du projet de Remkoulas étaient l'ouverture au grand public, un monument symbolique de la ville, et aussi et surtout avoir des espaces adaptables, c'est-à-dire modulables, qui puissent avoir une programmation évidemment, mais qui puissent être utilisés pour d'autres fonctions, notamment voilà, des salles de jeu pour des enfants qui deviennent par exemple des salles de conférence, des salles de réunion. Et le point fort de ce projet, c'est surtout la transparence. La transparence entre quasiment tous les espaces contenus dans cette espèce de boîte. Chaque espace a une transition entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça fait partie d'une des exigences que voulait Remkoulas, c'est-à-dire que la salle principale de concert est ouverte des deux côtés, ce qui permet d'avoir une relation quand vous êtes dans la salle de concert et que vous assistez à un concert, entre l'intérieur et l'extérieur, donc la ville de Porto. C'est l'une des seules salles de concert au monde où on est capable d'avoir de la lumière naturelle dans la salle de concert. Vous verrez que toutes les autres salles de concert sont généralement des boîtes fermées, complètement hermétiques et avec aucune lumière naturelle. Ce qui était assez délicat à gérer, c'était l'acoustique des salles de concert, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, a été gérée grâce à ce fameux verre ondulé. Cette salle de concert est considérée comme l'une des meilleures du monde pour son acoustique. Ce verre ondulé ne permet pas de capturer le son, comme des pièges à son classiques, mais il permet par contre de résorber le son, c'est-à-dire que le son qui arrive sur le verre ondulé est dispersé vers les murs sur les côtés, qui eux sont des pièges à son. Et donc du coup, il n'y a pas d'effet de réverbération du son, il n'y a pas d'effet d'écho qu'on pourrait avoir dans des grandes églises, ou même dans cette pièce-là. Pour être certain d'avoir une parfaite isolation acoustique, ces verres ondulés sont doublés. C'est comme du double vitrage classique, sauf que l'absence d'air entre les deux lames permet d'avoir une isolation quasi parfaite. Et pour ça, il y a une astuce, c'est-à-dire qu'entre les deux lames de verre, il y a au-dessus des petits aspirateurs qui aspirent continuellement l'air qui est contenu entre les lames de verre. Donc du coup, l'isolation est parfaite et je peux vous assurer que quand vous êtes à côté de la salle de concert, vous n'entendez absolument aucun son. Je ne sais pas si vous me voyez bien, attendez, je reviens, je vais allumer la lumière. Particularité de ce projet, c'est que au niveau des circulations, on a l'impression d'être dans un labyrinthe, mais ça c'est très particulier à Remkoulas. C'est un architecte qui adore altérer la perception des espaces pour avoir une sensation d'ambiguïté, de flou. Il va utiliser les circulations pour nous emmener dans un espèce de parcours mystérieux, où à chaque fois on découvre quelque chose de nouveau. C'est un peu ce qui se passe dans la Casa da Musica. On a l'impression quand on prend les couloirs ou quand on prend les circulations verticales, qu'on ne sait pas trop où on va arriver et ce qu'on va découvrir. Il joue aussi avec les matériaux, c'est-à-dire qu'il utilise une quantité de matériaux qui juxtaposent les uns avec les autres et où on ne s'y attend pas forcément. Structurellement, la boîte est faite intégralement en béton. C'est un espèce d'exosquelette en béton qui permet de répartir les différents espaces à l'intérieur, et cette boîte extérieure en béton armé, avec ses voiles complètement obliques, fait que les espaces intérieurs sont difficilement intelligibles, sont difficilement perceptibles. C'est-à-dire qu'il y a certains espaces où on se dit, mais là où on est par rapport au bâtiment, c'est assez difficile de se rendre compte de la position exacte
par rapport au plan global du bâtiment. Mais il y a aussi l'utilisation d'aluminium, d'acier perforé, de bois, notamment des grosses plaques de bois qui sont posées tout le long de la grande salle de concert. Je crois qu'il y a aux alentours d'une vingtaine de kilos de feuilles d'or qui ont été positionnées sur les plaques de bois sur les côtés. C'est un motif qui a été récupéré des sols qu'on retrouve sur les trottoirs de Porto, des azulejos, du polycarbonate, de la résine pour les comptoirs, ça donne un effet assez particulier d'ailleurs. Et donc, il joue avec ces matériaux pour garder de la transparence partout. La transparence se retrouve partout. Vous êtes dans une pièce, vous voyez le long du couloir des plaques en acier, et si vous vous tournez sur le côté, vous apercevez que les perforations de l'acier vous permettent d'entrevoir une autre pièce qui a juste à côté de vous. En termes de programme, il y a énormément de choses, des salles de répétition pour les artistes, des vestiaires, une salle d'administration, un parking, gros parking souterrain, 2 salles de concert, une multitude de petites pièces qui sont donc modulables, où on peut avoir plusieurs activités à l'intérieur, au choix de la demande. Et là où c'est très fort, c'est l'espace extérieur. Donc l'espace extérieur est réalisé au sol avec des travertins. Ces travertins ont été coupés en deux pour avoir des plaques de forme triangulaire et pouvoir faire ces courbes sur les côtés. Donc le sol est en travertin, ce sont des grandes dalles en pierre. Elles sont recourbées aux 2 angles, idéales pour les skateurs. Sous les courbes, il y a quelques commerces qui sont installés. Au rez-de-chaussée aussi, il y a un café avec un restaurant. Donc ce qui est intéressant avec ces espaces extérieurs courbes, c'est que c'est accessible à tout le monde. Il y a parfois même des concerts qui ont lieu juste en bas de la Casa da Musica. Et surtout, comme ils le souhaitaient au départ, c'est un lieu qui est vécu par tous les habitants. C'est-à-dire que les gens viennent en famille, ils voient la Casa da Musica. Ces courbes permettent aux enfants aussi de faire du vélo, de faire de la trottinette, de faire du skate. D'ailleurs, pour les skateurs, si vous cherchez un bon spot pour faire du skate, allez là-bas. Voilà, donc c'est un lieu qui rassemble. C'est un lieu qui rassemble tout le monde et ça fonctionne vraiment. Pour parler un petit peu de l'architecte, Rem Koolhaas c'est un architecte hollandais, né en 1944 à Rotterdam. Il a fait son école d'architecture à Londres. Ensuite, il est parti en pèlerinage, notamment à New York, avec un excellent ouvrage que je vous conseille de lire qui s'appelle New York Délire, qui n'est pas forcément que pour les architectes, il s'écrit très très bien. C'est un architecte qui aujourd'hui a une renommée mondiale évidemment. Il a reçu notamment le Pritzker Prize, qui est l'une des plus grosses distinctions de l'architecture contemporaine. Il a eu le prix Mies van der Rohe et la Casa da Musica a reçu le prix RIBA, que le jury a qualifié de intrigant, inquiétant et dynamique. Voilà, comme quoi c'est un bâtiment qui a une aura non seulement pour les Portugais, mais aussi pour les Européens et l'architecture dans le monde. Et enfin, dernière chose, petite anecdote amusante, Rem Koolhaas avait envisagé un premier projet d'une villa pour un client particulier aux Pays-Bas. Donc il avait imaginé ce projet de villa qui s'appelait Y2K. Et en fait, ce projet est tombé à l'eau et il a repris le plan de la villa pour le projet de la Casa da Musica. Donc ce qui devait être à la base un bâtiment de 200 m² est aujourd'hui un bâtiment de 38 000 m² avec une renommée mondiale.
c'est maintenant la fin de cette présentation de référence architecturale, la Casa da Musica. Si jamais vous avez l'occasion de venir à Porto, n'hésitez pas de passer par la Casa da Musica. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser les remarques dans les commentaires. A bientôt pour un prochain épisode.